je vais commencer une troisième partie en comptabilité. Et pour cette partie-là, je vais aborder les différentes opérations de fin d'exercice. C'est un sujet très important et pour mieux suivre cette partie-là, il est essentiel de commencer d'abord les autres parties d'avant. Je vais aborder dans cette partie, entre autres, les écritures d'inventaire, comptabilisation des amortissements, les réductions de valeur, les provisions, affectation du résultat, etc. Il s'agit de toutes les opérations que l'entreprise effectue à la fin de l'année. Je commence d'abord par les stocks de marchandises lors de l'inventaire de fin d'année. On va voir comment ça se passe, les stocks de marchandises à la fin de l'année. Avant de vous présenter la comptabilisation des marchandises à la fin de l'année, je vais vous rappeler cette notion importante de la variation de stock. Vous avez par exemple un stock initial au début de l'année, au 1er janvier, de 3 paquets, et à la fin de l'année, avec l'inventaire, vous trouvez que le stock est composé de 4 paquets. Alors, comment expliquer cette différence entre le 1er janvier et le 31 décembre ? Ou bien, en d'autres termes, qu'est-ce qui pourrait faire varier ce stock final pour devenir 4 unités, au lieu de 3 au début de l'année ? Vous pouvez spontanément penser à cette réponse. L'entreprise n'a pas vendu de marchandises pendant l'année, et en plus, elle a acheté un autre paquet pendant la même année. Cela reste une possibilité, mais on peut avoir plein d'autres possibilités qui expliqueraient cette situation. Il faut savoir que durant cette année-là, l'entreprise peut avoir des rentrées de marchandises, mais elle peut aussi avoir des sorties de marchandises. Les rentrées de marchandises, ça s'effectue avec des achats, et les sorties de marchandises, ça s'effectue avec les ventes. Alors, si on intègre ces achats et ces ventes, comment expliquer arriver à la fin de l'année avec un paquet de plus ? Cela peut s'expliquer par le fait que l'entreprise a effectué plus d'achats que de ventes durant l'année. Et la différence qu'il y a entre les rentrées avec les achats et les sorties de marchandises avec les ventes peut expliquer ce paquet qu'il y a en plus en stock final. Cette partie-là des achats est vendue par l'entreprise et ce qui reste explique ce paquet supplémentaire en stock final. Il n'y a que cela qui pourrait expliquer cette variation de stock. Car le stock initial, c'est une donnée, ça ne bouge pas, et le stock final, ce qui peut le faire varier, c'est simplement la rentrée en stock des nouvelles marchandises et la sortie du stock des autres marchandises durant la même année. Voilà. Et on peut avoir l'autre possibilité, c'est qu'au stock final, à la fin de l'année, on se retrouve avec un stock final inférieur au stock initial. Et là aussi, ce qui expliquerait cette situation du stock final, c'est que les sorties d'argent avec les ventes sont supérieures aux rentrées d'argent avec les achats. C'est qu'il y a plus de marchandises qui sortent du stock que les marchandises qui rentrent en stock. Et cela expliquerait cette variation de stock à la fin de l'année. Maintenant, au niveau de la comptabilisation, comment on peut rectifier ces variations de stock à la fin de l'année ? Je prends cette même situation avec un stock final inférieur au stock initial. Alors, je vais vous expliquer les deux situations du stock sur le plan de la comptabilisation à la fin de l'année. Vous avez d'abord cette situation où le stock final se retrouve supérieur au stock initial à la fin de l'année et vous avez l'autre situation où le stock initial est supérieur au stock final à la fin de l'année. Ou bien je prends situation par situation pour ne pas trop charger la page. Je commence par la situation où le stock final est supérieur au stock initial. Imaginez par exemple qu'il s'agit de valeurs, chaque paquet c'est 1 000 €. Et donc, au début de l'année, au bilan comptable, vous avez des marchandises évaluées à 3 000 €. Et à la fin de l'année, vous trouvez que la valeur de vos marchandises est de 4 000 €. Alors dans ce cas, vous avez une augmentation de la valeur de vos marchandises en stock. Et cette augmentation de la valeur de vos marchandises doit se traduire en contrepartie par une diminution de charges au compte de résultat. Alors sur le plan comptable, on va enregistrer les deux opérations suivantes. Bien sûr, au début de l'année, on a notre valeur du stock de 3 000 €.
Mais à la fin de l'année, l'opération qu'il faut enregistrer par rapport à cette situation, c'est d'augmenter les marchandises de la variation du stock, à savoir 1000 euros. La variation du stock, c'est simplement le stock final moins le stock initial. Et là, dans cette situation, c'est 4000 moins 3000, ça fait 1000. Donc on augmente les marchandises au débit de 1000 euros et en même temps on réduit les charges de l'entreprise de la même valeur au compte variation de stock. Opération 1. Et de cette manière, cette valeur supplémentaire de nos marchandises doit réduire les charges et augmenter par la même occasion le résultat de l'entreprise. Et ce compte de variation de stock, ça rectifie en fait un autre compte qui est achat de marchandises où on inscrit tous les achats durant l'année comme charge de l'entreprise. Or, s'il reste des paquets à la fin de l'année, il ne faut pas les inscrire comme charge, mais rectifier par cet enregistrement que je viens de faire, à savoir augmenter la valeur des marchandises et en tenir compte au niveau des charges en réduisant le compte variation de stock. Et sur le plan du livre journal, on va avoir l'opération suivante. Marchandises, augmentation au débit de 1000 euros, là c'est la colonne des débits, à variation de stock 1000 euros au crédit. Bien, je passe maintenant à l'autre situation où il y a un stock final inférieur au stock initial. Dans ce cas, la variation du stock, c'est le stock final, à savoir 2000. On suppose que chaque paquet est 1000 euros, moins le stock initial 3000. Ce qui fait moins 1000 euros. Cela se traduit par une perte de la valeur de nos marchandises. Donc, on doit réduire la valeur de nos marchandises en stock. Et la réduction d'un compte actif se passe au crédit. Donc, on doit inscrire ce 1000 euros au crédit du compte marchandises. Opération 1, au départ, il y avait 3000 euros comme valeur de marchandises, ça c'est l'ouverture du compte. Et en même temps, une perte de valeur à l'actif se traduit par une augmentation de charges de l'entreprise. Et les augmentations de charges se passent au débit. Donc, dans ce cas, on augmente variation de stock de 1000 euros, opération 1. Et une augmentation de charge, ça se traduit par une diminution du résultat de l'entreprise. Je pense que je peux vous expliquer ça d'une autre manière pour que ce soit clair. Je vais prendre d'abord la situation où la variation du stock est positive. Vous avez au début de l'année un bilan initial avec un compte de marchandises de 3000 euros. Je vais réduire un peu cette image pour laisser un peu d'espace pour le bilan final et le compte de résultat. Donc on va dire qu'à la fin de l'année, on a un bilan final et durant l'année, on va supposer que l'entreprise a acheté encore d'autres paquets, on va dire 3 paquets, toujours à la même valeur, 1000 euros le paquet. Alors dans ce cas, pour arriver à la situation de ce stock final, l'entreprise doit vendre 2 paquets. Et ces autres paquets, c'est bien ce qui restera au bilan final ou au stock final. On va supposer juste à titre d'exemple que chaque paquet est vendu 1500 euros, ce qui fait 3000 euros les 2 paquets. Et ce paquet-là est acheté à 1000 euros. Donc au compte de résultat, on doit inscrire ces 2 opérations. Vous avez achat de marchandises 3000 euros, c'est bien l'achat de ces 3 paquets à 1000 euros chacun, ça fait 3000 euros l'ensemble. Et au niveau des produits, vous avez vente de marchandises 3000 euros. Je reprends ici cette même valeur au bilan final que je vais rectifier avec les différentes opérations. Alors, dans cette situation, si on ne fait rien par rapport à la variation de stock, on va considérer que l'entreprise ne réalise pas de bénéfices parce que les produits moins les charges, ça fait 0. Mais si on tient compte de la variation de stock, on va réduire la variation du stock ici, qui est de 1000 euros, et on va augmenter les marchandises en stock de 1000 euros aussi. Ça correspond à ce paquet supplémentaire en stock. Et c'est bien aussi ce paquet qui n'est pas vendu. À ce moment-là, avec ces rectifications, si on calcule le résultat de l'entreprise, vous avez 3000 moins 2000, ça fait 1000 euros et c'est bien le bénéfice de l'entreprise. Et cela sur cette image est très visible. L'entreprise a acheté ce paquet à 1000 euros. Et ce deuxième paquet, le même prix, 1000 euros, et il a vendu les 2 paquets 3000 euros.
Donc, elle réalise un résultat de 1000 euros. J'espère qu'avec ça, cette rectification de la variation du stock est très claire avec cette image. Maintenant, je vais prendre l'autre situation où le stock final est inférieur au stock initial. Je vais garder le même exemple d'achat de marchandises durant l'année de 3000 euros. Ça correspond à ces 3 paquets achetés à 1000 euros chacun. Mais à la fin de l'année, puisqu'on se retrouve avec un stock final de 2 paquets, cela signifie que l'entreprise a vendu tous ces paquets achetés pendant l'année en plus d'un autre paquet du stock initial. Donc, la vente de marchandises, c'est 4 paquets fois 1500 euros le paquet, ce qui donne 6000 euros. On trouvera un résultat positif de 3000 euros. Or, si on vérifie le stock final, on trouvera que la valeur des marchandises qui étaient là au début de l'année, à savoir 3000, n'est plus le cas à la fin de l'année. Il n'y a que 2000 euros de marchandises. Et donc, cette perte de valeur des marchandises doit faire augmenter nos charges. Et ce qui permet de rectifier cela, c'est bien la variation de stock. On va faire la même opération, moins la variation du stock. Vous avez 2000 moins 3000, ça fait moins 1000. Donc ici, vous allez avoir moins 1000 euros. Donc 3000 moins 1000, ça fait plus 1000. Donc au niveau des charges, on va comptabiliser 4000 euros et non pas 3000 euros. Et donc là, si vous faites produit moins charge, vous n'allez pas avoir 3000 mais plutôt 2000 euros. Et sur l'image, c'est très clair, vous avez vendu 4 paquets et non pas 3. Et si vous comptabilisez que 3, alors vous oubliez la perte de valeur du stock final, qu'on doit rectifier aussi au bilan final, ici moins 1000 euros. Voilà, j'espère qu'avec cette visualisation et ces images, la comptabilisation des marchandises à la fin de l'année avec l'inventaire est très claire. Sinon, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce qui n'est pas encore clair pour éventuellement vous l'expliquer dans les prochains cours. Je vais vous donner un exercice sur l'enregistrement comptable des opérations de fin d'année en rapport avec le stock de l'entreprise. Vous avez par exemple ces situations. La première entreprise a évalué ses marchandises au début de son exercice comptable. Elle a trouvé cette valeur et à la fin de son exercice comptable, au 31 décembre, l'inventaire de son stock a donné cette valeur-là. Une deuxième entreprise a évalué les fournitures de son stock et l'a enregistré ces valeurs-là. Je vous donne encore d'autres cas. Vous avez la troisième entreprise à ces données-là et une quatrième entreprise avec ces données-là. Et la question à laquelle il faut répondre par rapport à ces situations, c'est d'enregistrer les écritures d'inventaire. Je vais faire avec vous ces deux situations et je vous laisse faire ces deux autres situations vous-même. Et si vous trouvez des difficultés à le faire, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Bien, je vais commencer par la première situation. Vous avez au 1er janvier 15 750,35 euros de marchandises. Et à la fin de l'année, avec la vérification du stock, vous enregistrez une valeur de 12 982,20 euros. Donc, vous voyez bien que la valeur des marchandises a diminué durant l'année. Et quand cette valeur des marchandises diminue, les charges en contrepartie augmentent. Ici, vous calculez dans cette situation la variation du stock, à savoir le stock final moins le stock initial, alors vous allez trouver une valeur négative de moins 2768,15. Ça, c'est la variation de notre stock. Et pour enregistrer comptablement cette variation de stock, dans le livre journal, on débite le compte 609 variations des stocks de la même valeur 2768,15 et au même temps on crédite le compte marchandises toujours de la même valeur. Créditer un compte actif, ça signifie que ça diminue et débiter un compte de charge, ça signifie que ça augmente. Vous avez d'un côté la valeur des marchandises qui diminue, qui se traduisent par une augmentation des charges au niveau variation des stocks. Là, c'est la date 31 du 12 et là, c'est le libellé. Et par rapport au compte en T, on peut enregistrer de la même manière
une augmentation des charges de la même somme au débit du compte variation du stock et une diminution du compte marchandises au crédit. Et bien sûr, on va noter la valeur du stock initial, à savoir 15 750,35. Et ça, c'est à l'ouverture des comptes. Et quand on va clôturer ce compte marchandises, on va faire la différence entre débit et crédit. On trouvera cette valeur de 12 982,20 qui sera la valeur des marchandises au bilan final. Voilà pour ce premier exercice. Maintenant, je vais passer à la deuxième situation. Dans cette situation, vous avez un stock de fournitures. Au début de l'année, la valeur de ces fournitures était de 3 189,50 euros. Et au 31 décembre, avec l'inventaire, on trouve que cette valeur passe à 5 470,68 euros. Donc, dans ce cas, on a une augmentation de la valeur de notre stock de 2281,18 euros. Et dans cette situation, on va augmenter la valeur de notre bilan au niveau fourniture et en même temps, on va réduire les charges au niveau variation des stocks. Vous avez le compte 310 fournitures qui augmente au débit de 2281,18 à variation de stock 609 au plan comptable belge qui diminue de 2281,18. Et si vous avez la date du 31 décembre et le libellé suivant inventaire. Maintenant, par rapport au schéma en T, on peut enregistrer les mouvements suivants. Vous avez une augmentation de fourniture au débit de la même somme, 2281,18. Bien sûr, il ne faut pas oublier le stock initial au début de l'année de 3189,50. Et pour la variation de stock, on va créditer le compte de la même somme ici. Et cela donne un solde débiteur pour fourniture de 5 470,68 et un solde créditeur pour la variation du stock. Voilà comment procéder pour ces écritures de fin d'année par rapport à l'évaluation et l'enregistrement du stock de l'entreprise. Je vous laisse maintenant de votre côté faire ces deux situations. Vous avez ici une entreprise qui a relevé à la suite de l'inventaire ses valeurs de marchandises au début de l'année et à la fin de l'année. Et vous avez aussi cette situation par rapport aux fournitures évaluées au début de l'année à 5 543,70 et à la fin de l'année à 4 211,54 euros. Bien sûr, là, quand on dit au début de l'année et à la fin de l'année, on parle bien d'un exercice comptable qui peut ne pas commencer au début de l'année. Mais la plupart des entreprises font correspondre leur exercice comptable à l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Bien, je vous laisse faire ces deux exercices et si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez les ajouter en commentaire. Toujours avec les opérations d'inventaire. Aujourd'hui, on va voir comment ça se passe avec les amortissements. Et pour cela, comme d'habitude, on va partir d'un exemple très simple, imagé. Vous avez ici un bilan initial au début de l'année, au 1er janvier, et un bilan final au 31 décembre. Alors on va prendre l'exemple de cette voiture que vous avez achetée et enregistrée au bilan au début de l'année sur le compte matériel roulant à l'actif. Et on va supposer que le prix d'acquisition de cette voiture est de 25 000 euros. Bien sûr, à la fin de l'année, cette voiture figurera toujours à l'actif du bilan, mais on ne peut pas l'afficher au bilan au même prix qu'au début de l'année. La voiture ne reste pas à la même valeur de 25 000 euros. Et la différence, ça reflètera la dépréciation de ce bien à la suite de son usage, principalement. C'est ce qu'on appelle les amortissements. Alors aujourd'hui, on va voir comment comptabiliser cet amortissement à la fin de l'année. Et je vais vous expliquer également la manière de comptabiliser une vente d'un bien avant la fin de son amortissement total. Ce qui va se passer globalement à la fin de l'année, en fait, il y aura une perte de valeur de ce matériel roulant et une perte de valeur du patrimoine de l'entreprise à l'actif se traduit par une augmentation des charges au compte de résultat.
Maintenant, il reste à savoir quel compte utiliser pour enregistrer cette perte de valeur à l'actif et cette augmentation de charge au compte de résultat. Alors, comme vous le savez déjà, si vous avez bien suivi les cours d'avant, la diminution d'un compte actif se passe au crédit et l'augmentation des charges se passe au débit. Alors, l'opération qu'il faut enregistrer à la fin de l'année est la suivante. Vous avez d'abord une augmentation de charges au compte dotation aux amortissements qu'on va noter à la colonne débit à amortissement acté sur matériel roulant qu'on va créditer, le numéro 2419. Et ça, c'est le libellé de l'opération suivant inventaire. Si par exemple on adopte un amortissement linéaire, alors on va supposer que chaque année, ce matériel roulant va perdre 1/5 de sa valeur. Et 1/5 de 25 000 donne 5 000 € de perte de valeur d'amortissement chaque année. Donc ici, on va comptabiliser au débit du compte de charge dotation aux amortissements 5 000 € et on va réduire la valeur de ce matériel roulant de 5 000 € et ça se passe au compte amortissement acté sur matériel roulant, au crédit de ce même compte. Et au bilan initial de l'année suivante, ce matériel roulant va être affiché à la valeur de 20 000 €. Et ça fonctionne de la même manière pour les autres biens d'immobilisation corporelle. Si je prends l'exemple d'une machine achetée à 30 000 €, amortie sur 5 ans, cette machine va être affichée au bilan initial à 30 000 € et à la fin de l'année, on va comptabiliser 6 000 € d'amortissement, ce qui va réduire sa valeur nette comptable à la fin de l'année. Et au niveau de la comptabilisation, au livre journal, on débite le compte 630 dotation aux amortissements et on crédite le compte 2319 à amortissement acté sur machine. Pour la dotation aux amortissements, on va mettre 6 000 et pour l'amortissement acté sur machine, la même valeur 6 000. Là, vous avez la colonne débit et là, la colonne crédit. Et ces opérations se passent toujours à la fin de l'année 31/12. Et pour le libellé, on peut mettre suivant inventaire. Et ce serait pareil pour les autres biens de l'actif immobilisé. Par exemple, un bâtiment, on peut l'amortir et comptablement, on va inscrire cette opération dotation aux amortissements à amortissement acté sur construction. Et la même chose pour les autres biens immobilisés, comme par exemple mobilier de bureau, toujours dotation aux amortissements à amortissement acté sur mobilier de bureau. Et ainsi de suite pour tous les autres biens. Maintenant, je vais vous parler de la cession d'un bien partiellement amorti, c'est-à-dire la vente d'un bien qui n'est pas encore totalement amorti. Dans ce cas, vous avez 3 cas de figure. Vous allez comparer le prix de vente et la valeur résiduelle du bien au moment de sa revente. Et donc, vous allez avoir 3 cas de figure. Le prix de vente est supérieur à la valeur résiduelle. Dans ce cas, l'entreprise réalise un petit bénéfice appelé plus-value. Et le deuxième cas de figure, c'est que le prix est inférieur à la valeur résiduelle du bien vendu. Et dans ce cas, l'entreprise réalise une perte. C'est ce qu'on appelle une moins-value dans ce cas. Et vous avez un troisième cas où le prix de vente est la même chose que la valeur résiduelle. Maintenant, au niveau de la comptabilisation, je vais commencer par cette première situation où le prix de vente est le même que la valeur résiduelle du bien. Je vais prendre le cas de cette machine par exemple. Vous l'avez utilisée toute la première année et pendant la deuxième année, vous décidez de la revendre au milieu de l'année. Alors, comment comptabiliser cette revente de ce bien? Il faut savoir que la valeur de cette machine durant cette deuxième année est simplement la valeur résiduelle, à savoir 24 000 €. Et donc, si on suppose que l'entreprise a vendu cette machine à 24 000 €, c'est-à-dire à la même valeur résiduelle 24 000 €, on va ajouter par exemple 21% de TVA ici, pour s'habituer à sa comptabilisation dans les opérations. Dans ce cas, vous allez envoyer cette facture 24 000 € plus 21% de TVA au client. Donc, le compte client va s'augmenter de 29 040. C'est bien le prix hors TVA plus la TVA de 21%, ce qui donnerait 5 040 de TVA. Et de l'autre côté, vous allez avoir 2 opérations à enregistrer. Vous avez le compte 2310 machine qui diminuera de 24 000 € et vous avez aussi le compte 451
TVA à payer. On va créditer de 5040 de TVA. Et dans le livre journal, vous faites simplement client à machine TVA à payer. Bien, pour ce cas, je pense que c'est clair. Je passe au deuxième cas où la valeur de la vente est supérieure à la valeur résiduelle. Par exemple, la valeur résiduelle est 24 000, mais vous avez vendu ce bien à 30 000 euros plus 21% de TVA. Alors 21% de 30 000, ça fait une valeur de 6 300. Donc vous aurez toujours votre TVA à payer, 451, 6 300 au crédit. Vous aurez toujours aussi la machine 2310 débit crédit qui va se réduire non pas de 30 000 euros, mais simplement de sa valeur résiduelle de 24 000 euros. Vous aurez toujours votre client qui va payer la somme totale de la facture, à savoir 30 000 plus la TVA de 6 300, ce qui donne pour le client une valeur totale de 36 300. Et là, si vous vous limitez à ces trois opérations, vous n'êtes pas encore en équilibre parce que vous avez enregistré plus au débit que au crédit. Et ce qui va équilibrer cette opération ou bien cet enregistrement comptable, c'est la plus-value réalisée à la suite de cette vente. Et il s'agit bien sûr d'une vente exceptionnelle, ce qui procurera à l'entreprise une plus-value exceptionnelle. Donc vous allez augmenter les produits au niveau du compte plus-value sur immobilisation corporelle, numéro 7631, débit crédit. On va donc augmenter ce compte de 6 000 euros. C'est la différence entre 30 000 et 24 000. Et maintenant, si vous faites 6 000 plus 6 300 plus 24 000, vous allez avoir 36 300 que le client va payer à l'achat de ce bien. Maintenant, on va passer à la dernière situation où le prix de vente est inférieur à la valeur résiduelle. Je vais mettre à titre d'exemple 20 000 euros. Donc vous avez ce compte que j'ai gardé parce que ça ne change pas. La valeur résiduelle de la machine va diminuer puisqu'on va vendre cette machine. Et la diminution d'un compte actif se passe au crédit. Donc on va créditer ce compte machine de 24 000. Je vais ajouter bien sûr ici 21% de TVA, ce qui fait une valeur de 4 200. Alors vous avez toujours votre client qui va payer la somme totale de la facture, ce qui fera 24 200. Vous avez toujours votre compte TVA à payer de 4 200. Et dans cet enregistrement, on n'est toujours pas en équilibre parce que la somme de ce qu'on a inscrit au crédit se trouve cette fois-ci supérieure à ce qu'on a inscrit au débit. Et ce qui va équilibrer cette opération, c'est la moins-value réalisée sur cette vente. Puisqu'on a vendu à perte, l'entreprise a perdu 4 000 euros dans cette opération. Et cette perte, on va l'inscrire comme charge exceptionnelle au compte 6631, moins-value sur immobilisation corporelle. C'est une augmentation de charge et une augmentation de charge se passe au débit. Dans ce cas, c'est 4 000 euros. Et avec cette opération, vous avez la même chose au débit qu'au crédit. Voilà les trois opérations qu'on inscrit dans le cas de la cession d'un bien partiellement amorti. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je vais vous réexpliquer un petit peu d'une autre manière cette question de vente d'un élément d'actif immobilisé avant la fin de la durée de son amortissement. Pour cela, je vais vous donner un exemple très simple. On va dire par exemple, l'entreprise a acheté cet ordinateur à 3 000 euros et elle prévoit l'utiliser pendant 3 ans. Et donc, elle prévoit une réduction de valeur de 1 000 euros chaque année. Et au bout de la 3e année, l'entreprise estimera que cet ordinateur est amorti totalement et donc sa valeur comptable à ce moment-là est de 0. En d'autres termes, je vais agrandir un peu l'image pour vous l'expliquer un peu clairement. La valeur de cet ordinateur au moment de son acquisition est de 3 000 euros. À la fin de l'année, sa valeur passe à 2 000 euros et à la fin de la 2e année, sa valeur passe à 1 000 euros et au bout de la 3e année, sa valeur est amortie totalement, passe à 0 euros. Imaginez que l'entreprise veut changer cet ordinateur parce qu'il y a un autre modèle très performant qui vient de sortir aux alentours de la 2e année, ici par exemple. Alors durant toute cette année, la valeur estimée de l'ordinateur est de 2 000 euros. Et donc l'entreprise, avant de changer les modèles de ses ordinateurs,
Elle doit revendre les anciens. Prenons le cas juste de cet ordinateur pour simplifier. L'entreprise va mettre en vente cet ordinateur qui a une valeur de 2000 euros. Et donc, forcément, l'entreprise va se retrouver avec trois situations. Soit le prix de vente de cet ordinateur est supérieur à 2000 euros, soit le prix de vente de cet ordinateur égale 2000 euros, soit le prix de vente est inférieur à 2000 euros. Dans le cas où le prix de vente est supérieur à 2000 euros, l'entreprise dans ce cas génère un petit bénéfice appelé plus-value. Et à l'inverse, si le prix est inférieur à 2000 euros, l'entreprise va supporter une moins-value qui représente sa perte dans cette vente-là. Et dans le cas où le prix de vente est le même que la valeur de l'ordinateur, eh bien dans ce cas, l'entreprise ne fait pas de bénéfice et ne supporte pas de charge. Eh bien, on va regarder comment ça va se passer au niveau de la comptabilité. Vous avez à l'actif un ordinateur dont la valeur résiduelle est 2000 euros. La valeur résiduelle, c'est simplement la valeur d'acquisition, la valeur d'origine, moins les différents amortissements qui correspondent à la dépréciation du bien à la suite de son usage. Je commence par cette situation la plus simple à enregistrer où l'entreprise ne fait pas de bénéfice et ne supporte pas de perte. Alors, on va faire abstraction pour le moment de la TVA. Ce qui va se passer dans cette situation, c'est simplement la diminution de la valeur de cet ordinateur de la même somme 2000 euros et en même temps l'augmentation de la facture client de la même somme 2000 euros. C'est comme si cette valeur de 2000 euros passe de ordinateur à client. Et dans cet enregistrement, on n'aura pas de produit et on n'aura pas non plus de charge. Et comme vous le savez, l'augmentation d'un compte actif se passe au débit et sa diminution se passe au crédit. Et donc, pour enregistrer en comptabilité cette opération où l'entreprise ne fait pas de bénéfice et pas de perte, on va simplement débiter le compte client à matériel de bureau, numéro 2401. 2000 euros au débit du compte client et 2000 euros au crédit du compte matériel de bureau. Et au niveau du libellé, on peut mettre facture numéro tel. Voilà pour cette première opération où il n'y a pas de plus-value et il n'y a pas de moins-value. Maintenant, il reste les deux autres situations où l'entreprise va vendre par exemple l'ordinateur à un prix plus élevé que 2000 euros. Je vais mettre à titre d'exemple 2500 euros. Donc, dans ce cas, l'entreprise réalise une plus-value de 500 euros. Alors, si on vient à notre actif, la valeur de l'ordinateur est de 2000 euros à l'actif. Cette valeur-là va se réduire complètement puisqu'on vend l'ordinateur. Mais par contre, le client qui va acheter l'ordinateur va pas payer 2000 euros, mais plutôt 2500 euros. Il reste à enregistrer cette plus-value de 500 euros. Alors, il s'agit bien d'un produit pour l'entreprise. Donc, on doit inscrire ce produit ici dans un compte des produits. Et puisque cet ordinateur n'est pas destiné à la vente, on va inscrire ce produit de plus-value dans les produits exceptionnels. Parce qu'il fait partie de l'actif immobilisé qui est censé rester dans l'entreprise pour une longue durée. Et donc cette vente, c'est quelque chose d'exceptionnel pour l'entreprise. Et le compte à utiliser dans ce cas, c'est le compte des produits exceptionnels qui s'appelle plus-value sur immobilisation corporelle. Et l'augmentation d'un compte de produits se passe au crédit. Donc au livre journal, vous aurez client à matériel informatique et plus-value sur immobilisation corporelle. Donc, proprement parlé, on va avoir cet enregistrement. Le client payera la facture totale de 2500. La valeur de l'ordinateur va se réduire de sa valeur résiduelle de 1000 euros et les produits de l'entreprise augmenteront de 500 euros. Voilà pour ce deuxième cas de figure. Maintenant, on va passer à la dernière situation où l'entreprise va vendre l'ordinateur à un prix inférieur à 2000 euros. Je vais mettre 1500 euros à titre d'exemple. Ce qui fait que l'entreprise va perdre de l'argent parce que la valeur de l'ordinateur est estimée à 2000 euros. Et la valeur de cette perte est de 500 euros. C'est ce qu'on appelle la moins-value sur immobilisation corporelle. Au niveau de la comptabilité, cette fois-ci, notre ordinateur qui a une valeur de 2000 euros va disparaître de notre actif, donc on va le réduire de sa valeur résiduelle. Le client payera non pas 2500 mais plutôt le prix de l'ordinateur, à savoir 1500 euros.
Et cette perte de 500 euros, cette moins-value, doit s'enregistrer comme charge de l'entreprise. Et puisqu'il s'agit d'une activité exceptionnelle pour l'entreprise, on doit l'inscrire dans les charges exceptionnelles. Et l'intitulé de ce compte, c'est moins-value sur immobilisation corporelle. Il s'agit d'une augmentation de charges et les augmentations de charges se passent au débit. Donc, vous aurez au livre journal client moins-value sur immobilisation corporelle à ordinateur ou matériel de bureau. Et proprement enregistré, on va débiter le compte client de 1500 euros, l'augmentation des charges au moins-value sur immobilisation corporelle de 500 euros et la valeur de notre ordinateur qui disparaîtra de notre bilan, 500 euros au crédit. Voilà pour ces enregistrements. Je vais aborder maintenant quelques opérations de régulation que l'entreprise peut effectuer à la fin de l'année pour rectifier la valeur de quelques éléments à l'actif qui ne sont pas amortissables. Et cela s'effectue par ce qu'on appelle les réductions de valeur. Vous avez un bilan comptable. Il faut savoir que tous les éléments qu'il y a à l'actif sont évalués à une date bien précise qui peut être par exemple le 1er janvier de chaque année. Alors le problème de cette évaluation, c'est qu'elle peut changer avec le temps. Et donc par exemple, au moment où l'entreprise va établir un autre bilan, au 31/12 par exemple, l'entreprise doit revoir la valeur de tous les éléments à l'actif. Pour la plupart des biens à l'actif immobilisé, ça se passe par l'amortissement. On tient compte de la dépréciation de la valeur de ces éléments par l'amortissement. Mais par rapport aux autres éléments qui ne sont pas amortissables, l'entreprise peut comptabiliser à la fin de l'année des réductions de valeur. Je vous donne un exemple. Vous avez acheté par exemple un terrain. D'ailleurs, je dois préciser que le terrain n'est pas amortissable parce qu'on suppose que sa valeur ne se déprécie pas avec le temps. Bien au contraire, ça peut s'apprécier avec le temps. Mais on peut très bien avoir une dépréciation de la valeur de ce terrain pour une raison ou une autre. Par exemple, vous avez acheté ce terrain 50 000 euros au début de l'année et puis avec quelques problèmes, on va dire une petite catastrophe naturelle fait en sorte que la valeur de ce terrain passe à 40 000 euros. Eh bien, l'entreprise, pour faire apparaître ce terrain à sa valeur réelle de 40 000 euros, doit passer une écriture de réduction de valeur. Et on peut constater cette dépréciation de la valeur sur d'autres éléments d'actifs comme les stocks, les créances, les immobilisations financières, etc. Et dans tous les cas, il s'agit bien d'un fait imprévisible au moment de l'acquisition du bien. Et donc, pour ramener la valeur de ces biens qui se déprécient, on comptabilise une charge de réduction de valeur, un peu comme on fait avec les dotations aux amortissements. Je prends un exemple pratique d'un élément d'actif qui doit être revalorisé. Imaginez par exemple une entreprise qui vend des téléphones mais trouve que certains modèles de téléphones ne restent plus vendables sur le marché. Et donc l'entreprise, pour éliminer de son stock ce genre de marchandises, peut pratiquer une réduction de valeur de son stock. À titre d'exemple, pour illustrer ça avec des chiffres, on va dire que ce stock de marchandises est évalué à 10 000 euros et que dans ce stock de 10 000 euros, il y a 2 000 euros de marchandises qui ne restent plus vendables sur le marché. Alors, dans cette situation, l'entreprise, au 1er janvier, dispose d'un stock de marchandises de 10 000 euros. Et à la fin de l'année, pour tenir compte de cette valeur de marchandises qui ne reste plus valable à vendre sur le marché, l'entreprise doit avoir à son actif une valeur de marchandises non pas de 10 000, mais plutôt de 8 000 euros pour tenir compte de la réduction de valeur de ces marchandises qui ne peuvent plus se vendre sur le marché. Et pour afficher ces marchandises à cette valeur réelle, il faut comprendre que toute réduction de valeur à l'actif doit se traduire par une augmentation de charges au compte de résultat. Et proprement parlé, on va avoir l'opération suivante à passer au livre journal. Vous allez augmenter les charges au compte 6310 dotation aux réductions de valeur sur stock. Et l'augmentation des charges se passe au débit, 2 000 euros, à marchandises, réduction de valeur actée. Numéro 3409.
Et donc, on va réduire ce compte au crédit de la même somme, 2000 euros. Et ce compte fait réduire la valeur de nos marchandises de 2000 euros. Et cette dotation aux réductions de valeur sur stock permet aussi de réduire les bénéfices et donc, par la même occasion, réduire l'impôt. Vous voyez que pour une même entreprise, une va payer moins d'impôts parce qu'elle déclare que dans ses marchandises en stock, il y a une réduction de valeur, et une autre entreprise, dans la même situation, payera plus d'impôts parce qu'elle laisse la valeur de son stock comme il est, sans comptabiliser une réduction de valeur. Je vous donne encore un autre exemple de réduction de valeur d'un élément d'actif qui concerne par exemple les clients. Imaginez par exemple la situation où il y a des factures qui ne sont pas encore payées malgré les rappels que vous envoyez aux clients. Vous avez par exemple une partie de votre clientèle un peu à l'ouest, un peu bizarre. Eh bien dans ce cas, vous pouvez comptabiliser une réduction de valeur par rapport à ces factures qui sont envoyés à ces clients qui ne payent pas, malgré les nombreux rappels. Alors en comptabilité, ces types de clients deviennent des clients douteux. Et la partie de la créance par rapport à ces clients devient une créance douteuse. Je vais vous donner un exemple pratique. Une entreprise vend des marchandises pour 50 000 euros avec une TVA de 21%. Et le 20 du 6, le client est déclaré en faillite. Le curateur estime que l'entreprise pourrait récupérer 70% de sa créance. Un curateur ou un liquidateur, c'est une personne désignée par le tribunal pour gérer les biens de l'entreprise en faillite et évaluer dans quelle mesure cette entreprise peut payer ses créanciers, toutes les personnes à qui l'entreprise doit de l'argent. Alors, pour synthétiser, le 10 du 5, on a une vente de 50 000 euros, plus 2 500 euros de TVA. Le 20 du 6, le client est déclaré en faillite et d'après le curateur, il pourrait payer jusqu'à 70% de sa créance. Alors, dans cette situation, on va inscrire plusieurs opérations. Tout d'abord, l'opération du 10 mai. Vous avez les créances clients qui vont augmenter de la valeur totale que le client doit payer, à savoir 60 500. Ici, on met le numéro client, 400. 1. Vente de marchandises, numéro 7000. Et la valeur de cette vente, c'est 50 000 euros. Et puis, vous avez TVA à payer, 10 500. C'est un compte de passif portant le numéro 451. Alors, ce que je viens d'enregistrer, c'est simplement la première opération ici. On date du 10 du 5. Maintenant, je dois enregistrer cette deuxième opération selon laquelle il y a un grand doute sur le paiement de ce client. Et ce doute ne porte pas uniquement sur les 30% que l'entreprise perdra d'office d'après cette déclaration, mais plutôt sur la totalité de la facture. Donc, ce qu'on va faire à cette date-là, c'est de transférer cette valeur de 60 500 vers les créances douteuses, en créditant le compte client et en débitant le compte créance douteuse de la même somme. 400 ici pour le numéro du plan comptable. Et cette opération est enregistrée le 20 du 6. Numéro, pareil ici, on peut noter le numéro de la facture. Alors, on n'a pas fini avec l'enregistrement comptable de cette opération. À la fin de l'année, en fait, on doit comptabiliser la réduction de valeur par rapport aux 30% que l'entreprise perdra d'office. Et on va calculer cette perte de valeur uniquement sur 50 000 euros parce que la TVA est neutre pour l'entreprise. Si on la reçoit du client, on la transfère à l'État. Si on ne la reçoit pas, on ne la transfère pas et on n'a pas de créance là-dessus ou de dette. Alors 30% de 50 000, ça fait 15 000 euros. Pratiquement, ce qu'on va faire, c'est que dans ces créances douteuses, on va réduire 15 000 euros sur le compte réduction de valeur qui porte le numéro 409 et on va ajouter cette réduction de valeur aux charges au compte dotation aux réductions de valeur sur créances commerciales. Voilà, on va passer cette opération à la fin de l'année pour dire que 15 000 euros est perdu totalement. En l'inscrivant comme charge et en la réduisant du bilan avec ce compte 409.
Globalement, vous commencez un projet avec une somme d'argent que vous investissez au départ. Et cet investissement doit apparaître clairement à l'actif. Votre installation du projet va consommer des ressources. Et cette consommation et perte de valeur est faite dans un seul but, générer plus que cette perte de valeur. C'est bien ce qu'on appelle un profit. Vous supportez globalement des charges dans un projet pour générer des ressources et vous espérez que ces ressources couvrent totalement ces charges, mais en plus de ça, ça génère des profits. En comptabilité, on ajoute ces profits aux charges pour faire l'équilibre avec les produits. Et en même temps, la logique derrière l'inscription des bénéfices comme charges, c'est que ces bénéfices doivent faire l'objet d'une affectation, c'est-à-dire la manière de distribuer ces bénéfices. Et donc, dans ce sens, ça reste une charge pour l'entreprise, au même titre que les autres charges, comme le paiement des salaires par exemple, ou tout autre paiement que l'entreprise doit effectuer pour une autre personne physique ou morale. Le bénéfice, ça représente en fait la rémunération du capital, c'est-à-dire des propriétaires du capital. Les salaires, c'est la rémunération des travailleurs et le bénéfice, c'est la rémunération des propriétaires du projet. Je vais vous expliquer plus tard les manières de distribuer ce bénéfice ou bien les différentes affectations qu'on peut faire par rapport à ce bénéfice, avec les écritures comptables qui vont avec. Mais le sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est la question des dotations. Il s'agit simplement d'inscrire comme charge une partie de ce bénéfice pour diverses raisons acceptées par la loi comptable, comme les dotations aux amortissements que je vous ai présentés précédemment ou les dotations aux provisions. Les dotations aux amortissements, ça correspond aux dépréciations de valeur des différents éléments de l'actif à la suite de leur usage. Et les dotations aux provisions, c'est juste de mettre de côté de l'argent pour faire face aux divers risques que l'entreprise peut rencontrer dans l'exercice de son activité plus tard. Et donc les provisions, ce sont des charges comptables que l'entreprise enregistre pour anticiper et couvrir des pertes ou des charges prévisibles. Et pratiquement, ça permet à l'entreprise de mettre de côté de l'argent pour prévoir et préparer des dépenses liées à quelques risques qui peuvent se produire dans le futur. Mais il y a des conditions pour comptabiliser ces provisions. Elles doivent être de nature clairement définie. Ça, c'est la première condition. On doit savoir la raison d'être de ces provisions. Elles doivent être certaines à la date de la clôture de l'exercice en cours, mais en même temps, elles peuvent être indéterminées quant à leur montant. Et l'entreprise peut comptabiliser des provisions pour diverses raisons. Ça peut être pour faire face à une grosse réparation, par exemple. Ça peut être des provisions pour risques et charges, comme par exemple prévoir des frais de justice à cause d'un conflit avec une autre entreprise ou simplement faire face à des risques pour non-paiement des créances de la part de certains clients. Et l'entreprise peut avoir d'autres raisons pour constituer des provisions. Alors, je vais vous donner un exercice pratique de comptabilisation de provisions. On va imaginer une entreprise qui possède une machine qui nécessite un entretien majeur tous les 3 ans. Et cet entretien est très cher, est estimé à 30 000 euros. Alors bien sûr, il s'agit d'une somme très importante. Ce que l'entreprise peut faire, c'est d'étaler ce paiement sur 3 ans. Et donc l'entreprise peut constituer une provision de 10 000 euros chaque année. Et cela pendant les 3 prochaines années. Et donc, en comptabilité, à la fin de l'année, l'entreprise peut comptabiliser l'opération suivante. D'abord, avant de passer à l'enregistrement comptable, je vais vous montrer ce qui va se passer au niveau des charges et au niveau du passif. Vous aurez une augmentation de charges sous forme de dotation aux provisions et vous aurez une augmentation de ressources sous forme de provisions. Et l'augmentation des charges se passe au débit. Et au passif, on va augmenter le compte provision pour grosses réparations et gros entretien. Et l'augmentation d'un compte de passif se passe au crédit. Donc, au livre journal, on va avoir dotation aux grosses réparations à
provision pour grosses réparations. Et cela peut s'écrire de la manière suivante. Débiter le compte 6360, dotation pour grosses réparations et gros entretien, à provision pour grosses réparations et gros entretien. C'est le compte du passif portant le numéro 162. C'est un compte à créditer de la même somme 10 000 euros. Et cette opération se passe à la fin de l'année suivant l'inventaire. Et les autres types de provisions se passent de la même manière. Vous avez toujours le compte de charge. Dotation pour provision à provision que vous allez trouver au passif du bilan, qui porte le même nom. Ça peut être provision pour risque et charge, etc. Et donc, à la fin de chaque année, pendant 3 ans, l'entreprise peut enregistrer la même opération d'inventaire pour augmenter les provisions au passif. Voilà pour ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. J'en tiendrai compte éventuellement dans les prochains cours. Une question importante par rapport au cours précédent. Je vous ai dit que le bénéfice se comptabilise comme charge. Et là, je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas encore posée. Comment ça se fait que le bénéfice est comptabilisé comme charge alors que pour calculer ce bénéfice, il faut faire produit moins charge? Je ne sais pas si vous comprenez bien cette question. En fait, au plan comptable, vous allez trouver le bénéfice à reporter dans les charges au numéro 693. Et donc, la question, comment on peut intégrer dans les charges ce qui est calculé par produit moins charge? Je vais essayer de vous clarifier cette confusion qu'on peut avoir par rapport à cette question. En fait, vous avez au passif du bilan toutes les personnes qui ont contribué au financement de ce projet d'entreprise. Vous allez trouver en vrai leurs ressources. Toutes ces ressources qui se trouvent au passif appartiennent à ces personnes-là. J'espère que vous allez être indulgent par rapport à mon talent de dessinateur. Sinon, allez-y, faites vos plaisirs dans les commentaires. Bien. Et là, quand je dis des personnes, ça peut être des personnes physiques ou morales, comme une banque par exemple. Il faut comprendre une chose essentielle, c'est que tout ce qu'on va faire avec ces ressources, l'entreprise, comme une personne morale indépendante de ses associés, le doit à l'un ou l'autre de ces personnes-là. Dans ces ressources, on distingue entre capital et dette, mais concrètement, toutes ces ressources-là, dont dispose l'entreprise comme une personne indépendante de ses associés, peuvent être considérées comme des dettes. Même ce capital, on peut le voir comme une dette de la société envers les associés ou les propriétaires du projet. Eh bien, tout ce qu'on va faire avec ces ressources qui apparaîtra à l'actif et aux charges, l'entreprise le doit à ces personnes-là. Mais pas de la même manière. La banque, par exemple, va exiger simplement le remboursement de son argent, avec des intérêts. Un fournisseur, par exemple, va exiger simplement le paiement de sa facture. Et ces paiements que l'entreprise doit faire à ces personnes étrangères à l'entreprise, on les trouve ici dans les charges. Vous allez trouver par exemple des salaires que l'entreprise payera aux salariés comme personnes étrangères à l'entreprise, bien sûr dans le sens où ils n'ont pas de titre de propriété de l'entreprise et sont engagés par un contrat. Les charges d'intérêt, par exemple, sera payées à la banque, les factures d'achat de marchandises sera payées aux fournisseurs, ainsi de suite. Toutes les factures font augmenter aussi bien les charges et les dettes au passif. Et bien au final, qui restera parmi ces personnes à être payées? Tout simplement le propriétaire ou bien les propriétaires de l'entreprise, ceux qui ont apporté à l'entreprise ce capital. Et ils vont être payés comment, ces propriétaires d'entreprise? Tout simplement par l'argent qui reste dans les produits. C'est ce qu'on appelle les bénéfices. Eh bien, ces bénéfices reviennent de plein droit aux propriétaires de l'entreprise. Alors, on intègre les bénéfices dans les charges parce qu'ils doivent être distribués aux propriétaires de l'entreprise. Et c'est eux qui vont avoir le droit de décider de la manière d'affecter ou bien de distribuer ce bénéfice. Eh bien, ce bénéfice est comptabilisé comme charge au même titre que ce capital peut être vu comme une dette envers les propriétaires.
Si la société bénéficie d'un statut juridique propre à elle comme personne morale indépendante de ses associés, eh bien, on peut voir ce bénéfice comme quelque chose que la société doit payer à ses propriétaires, qui peuvent être des personnes physiques ou morales indépendantes de la société elle-même. Voilà, je pense que de cette manière, c'est clair, mais vous pouvez toujours poser vos questions au cas où vous ne saisissez pas encore cette logique-là. Maintenant, je vais vous expliquer de quelle manière on peut comptabiliser un bénéfice. Mais avant cela, j'aimerais bien vous expliquer quelques notions importantes dans ce cadre-là. Le résultat de l'entreprise, c'est la différence entre les produits et les charges. Les produits moins les charges, ça donne le résultat de l'entreprise. Alors dans ce cas, il y a 3 situations possibles. Soit les produits sont supérieurs aux charges, et dans ce cas, l'entreprise réalise un bénéfice, ou bien dans le cas inverse, où les produits sont inférieurs aux charges, et dans ce cas, on parlerait plutôt d'une perte de l'entreprise qui se comptabilise aux produits. Et dans le cas où il y a égalité entre les deux, les produits et les charges, alors dans ce cas, le résultat égale 0. C'est-à-dire qu'il n'y a ni perte ni bénéfice. Maintenant, par rapport à l'affectation du résultat dans le cadre d'une entreprise individuelle ou petite société ou de taille moyenne, bien sûr, c'est le propriétaire qui décide de cette affectation du bénéfice. Mais dans le cadre d'une société, je veux dire plutôt les grandes sociétés, c'est les actionnaires ou bien le conseil d'administration qui prendra la décision de l'affectation du bénéfice. Pour les différents choix par rapport à cette affectation du bénéfice, la société peut garder en réserve une partie de ce bénéfice. On peut prendre aussi le choix de distribuer une partie ou bien la totalité de ce bénéfice aux actionnaires. L'entreprise peut distribuer aux actionnaires une partie de ce bénéfice. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Et elle peut faire le choix également de reporter ce bénéfice pour l'exercice comptable suivant. Bien sûr, par rapport au bénéfice. Mais la perte, on n'a pas le choix, on doit la reporter à l'exercice suivant. Pour la comptabilisation, globalement, il faut retenir que le bénéfice va augmenter les ressources au passif du bilan et plus précisément aux capitaux propres, et la perte aussi fait diminuer les capitaux propres de la même manière. Dans le compte de résultat, le bénéfice fait partie des charges et on le trouve sous la classe 69. Alors que la perte fait partie des produits et on la trouve à la sous-classe 79. Je reviendrai vers la comptabilisation avec des cas pratiques. Alors, par rapport à la question des réserves, une information importante, pour les sociétés anonymes, elles sont obligées de constituer au moins 5% de leurs bénéfices sous forme de réserves légales. Et elles doivent faire cela chaque année jusqu'à atteindre 10% du capital souscrit. En fait, dans les réserves, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les réserves légales qui portent le numéro 130 au passif du bilan sous la catégorie des capitaux propres et ces réserves légales sont obligatoires pour les sociétés anonymes. Pour les autres sociétés, on a enlevé cette obligation. Et puis, vous avez des réserves indisponibles portant le numéro 131. Ces types de réserves ne sont pas accessibles aux actionnaires. Et puis, vous avez des réserves immunisées issues de bénéfices non soumis à l'impôt. Et vous avez aussi des réserves disponibles qui sont accessibles librement aux actionnaires portant le numéro 133 au plan comptable. Bien, voilà pour ces informations un peu générales. La prochaine fois, on va prendre des exercices pratiques pour s'entraîner à bien enregistrer comptablement ces affectations de résultats. Une fois que l'entreprise paye toutes ses charges, ce qui restera à payer en dernier lieu, c'est le bénéfice. Bien sûr, si le résultat est positif. Dans le cas où le résultat est négatif, on parlerait plutôt d'une perte. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la manière de distribuer ce bénéfice. C'est ce qu'on appelle en comptabilité l'affectation
du résultat. Est-ce que tu sais comment comptabiliser cette affectation du résultat? Si tu ne sais pas, alors parfait, reste jusqu'à la fin, je t'expliquerai. Mais avant cela, avant de savoir de quoi on parle au juste, vous avez un jeune homme qui reçoit un petit salaire de 50 euros. Alors cet argent-là, ça lui appartient de plein droit. Il peut en faire ce qu'il veut. Par exemple, faire des courses, ou mettre un peu sur le matelas, investir. Alors dans le cadre d'une entreprise, c'est un peu pareil. Imaginez que ce jeune homme est le propriétaire de cette entreprise. Eh bien, une fois que cette entreprise paye toutes ses charges, ce qui restera, c'est l'argent de ce propriétaire. Et comme la société est une personne morale indépendante de ses propriétaires, cet argent-là qui est à disposition de cette société doit le redistribuer à ses propriétaires. Et celui ou bien ceux qui prennent cette décision de distribuer ce résultat et la manière de le distribuer, ce sont bien les propriétaires de l'entreprise. Et la loi comptable de chaque pays précise les manières de distribuer ce résultat. Ils peuvent par exemple distribuer des dividendes aux actionnaires. Ils peuvent garder une partie dans les réserves, mais ils peuvent aussi reporter ce bénéfice pour l'investir l'année prochaine. Et en comptabilité, ce qui se passe globalement avec le bilan et le compte de résultat, c'est exactement comme les charges. Quand l'entreprise doit payer une facture, par exemple, ça fait augmenter les charges. Et puisque cette charge doit être payée à quelqu'un, on doit avoir en même temps une augmentation de la dette envers ce quelqu'un. Alors là, l'erreur dans ce cadre, c'est de croire qu'une fois cette dette est payée, cette charge n'existera plus. Une charge, par définition, c'est la perte de la valeur d'un actif. Et quand quelque chose s'est perdu, c'est perdu. Si on supprime cette charge, c'est qu'on a récupéré l'argent perdu. C'est comme payer une facture d'électricité et la société te rembourse cette facture-là. Cela peut se produire avec les notes de débit et les notes de crédit. Ça, on verra plus tard. C'est quand on fait l'erreur dans la facture et que l'entreprise doit récupérer une partie de cette facture-là. Alors ce qui se passe globalement, ce qui déclenche cette augmentation de charge, ce n'est pas le paiement de la facture, mais bien le fait de recevoir la facture. Mais quand l'entreprise paye la facture, ce n'est pas la charge qui va diminuer, mais le compte bancaire de la société. Et la charge, c'est une perte de valeur dont on doit tenir compte pour calculer le résultat de l'entreprise. Alors maintenant, je viens à la comptabilisation de l'affectation du résultat. Je vais commencer d'abord par un exercice facile à faire. Je prends cette entreprise qui fait 10 000 euros de bénéfice. Et cette entreprise prend la décision de reporter intégralement ce bénéfice au bilan prochain. Alors dans ce cas, c'est simple. Vous aurez une augmentation de charge au débit du compte 693, bénéfice à reporter. Et en même temps, vous aurez l'augmentation du capital au compte bénéfice reporté, le numéro 14. Et au niveau du journal, on va enregistrer l'opération suivante. Bénéfice à reporter, qui est un compte de charge, à bénéfice reporté, un compte de passif. Je prends un autre cas. Vous avez par exemple cette affectation du résultat. 10% à la réserve légale, ce qui fait 1250 euros. Et le solde, ce qui reste, doit être affecté aux réserves disponibles. Alors dans ce cas, l'enregistrement comptable de cette opération se passe de la manière suivante. Vous allez chercher dans les comptes de charge les numéros suivants. Dotation à la réserve légale, la somme de 1250 au débit, et la dotation aux autres réserves à débiter de 11 250 à réserve légale numéro 130 plan comptable. Ce compte est à créditer de 1250. Et réserve disponible 133 à augmenter au crédit aussi de 11 250. Je vais vous donner encore un autre exercice. Voici par exemple un choix de distribution d'un bénéfice. Une entreprise réalise un bénéfice de 15 800. Vous pouvez considérer ces chiffres en milliers d'euros pour que ça fasse un peu vrai. Mais c'est juste un exercice pour comprendre comment distribuer ce bénéfice de cette façon-là. Réserve légale 790, réserve indisponible 3160, réserve disponible 4740, distribution de dividendes aux actionnaires 7110. Bien, en comptabilité, on peut inscrire cet exercice de la manière suivante. Aux charges, vous allez utiliser les numéros suivants. Dotation à la réserve légale
790, c'est la même chose que dans l'exercice. Et puis, vous avez dotation aux autres réserves. 7900, c'est la somme de ces deux chiffres, réserve indisponible et réserve disponible. On les intègre ensemble dans un même compte de charge. Et au final, pour les dividendes, il faut chercher le numéro 694, rémunération du capital, qu'on va augmenter au débit de 7110. C'est la même somme que dans l'exercice. Et dans les comptes à créditer au passif, vous devez chercher ces numéros-là, réserve légale, réserve indisponible, réserve disponible et dividende, qu'on va augmenter au crédit en fonction de ces chiffres de l'exercice. Voilà globalement quelques exemples d'opérations d'affectation du résultat. Et vous pouvez enregistrer d'autres cas, d'autres exemples en cherchant à augmenter les charges au compte adéquat, au débit, et augmenter aussi leur équivalent au passif, au crédit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, j'en tiendrai probablement compte dans la suite de ces cours.